Merci à tous et bonjour à tous d'être ici aujourd'hui. C'est absolument fabuleux de voir autant de monde, le nombre de participants qui se joignent à nous augmente. Alors, bienvenue à notre session sur l'intégration des personnes LGBTI dans les activités de développement. Mon nom est Ali Bunting et je suis la directrice des programmes et des opérations à CanSFE. Et je me joins à vous aujourd'hui en cette belle matinée ensoleillée sur la côte ouest du Canada, depuis le territoire traditionnel des peuples Lekwungen et Sankey, ce que l'on appelle sur les cartes des colons Victoria, Colombie-Britannique. Je suis originaire du territoire des peuples Mississauga et Schneebeck en Ontario, et quand j'ai déménagé ici, j'ai appris que la Colombie-Britannique et la ville de Victorité elle-même sont des territoires visés par le traité de Douglas. Mais étonnamment, environ 95% de la Colombie-Britannique est un territoire non cédé, ce qui signifie que les peuples autochtones n'ont jamais cédé des terres ni cédé illégalement leurs terres à la couronne ou au Canada, ce qui est pour moi un fait étonnant. Alors, je vis avec cette connaissance tous les jours. Je suis une colonne ici et je suis immensément reconnaissante de vivre ici, de pouvoir vivre, jouer et voyager sur ces terres. Je témoigne un profond respect au peuple autochtone de toute la Colombie-Britannique qui continue de lutter pour protéger la terre, les eaux, les poissons et les arbres. Tout près de moi, en ce moment, il y a des défenseurs des droits autochtones et des anciens, des aînés qui sont sur les premières lignes pour protéger les forêts anciennes de l'abattage, à quelques heures de chez moi. Donc sur ce, je leur rends hommage et je les remercie de m'avoir rappelé mon lien à la terre et à la nature. La session d'aujourd'hui est une commémoration de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a eu lieu plus tôt cette semaine. C'est un jour important qui manque le jour où l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la classification internationale des maladies en 1990, il y a tout juste 31 ans déjà. Au cours de notre webinaire aujourd'hui, vous aurez également un aperçu d'une boîte à outils pour l'intégration des personnes LGBTI dans les programmes de santé mondiale et de l'égalité des genres. Juste au moment où nous commençons, je tiens à dire, à titre de rappel, afin de créer un espace sûr pour tous les participants, aujourd'hui, nous encourageons tout le monde à respecter et à défendre les principes suivants. Premièrement, ne pas faire du mal à autrui. Deuxièmement, écouter activement, être présent. Je sais, lorsque nous sommes tous occupés, cela peut être difficile à faire, mais nous avons des orateurs vraiment incroyables ici avec nous aujourd'hui. En fait, soyez conscients de votre pouvoir et de vos privilèges quand vous entrez dans cet espace. C'est dans ce contexte. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nos conférenciers donneront un aperçu des tendances des populations LGBTI et des besoins donnés en matière de santé et de la capacité organisationnelle de la volonté de traiter des programmes LGBTI. Je suis très heureuse que nous ayons aujourd'hui Andrew Park et Liberty Matisse. Andrew est l'ancien directeur des programmes internationaux à l'Institut Williams de l'Université de la Californie à Los Angeles, un centre de recherche de premier plan pour l'étude des populations LGBT. Il est également expert conseil pour les agences des Nations Unies et des organisations LGBTI, abordant les questions, la collecte des données, les objectifs de développement durable. Il a travaillé en Afrique et en Asie avec des communautés LGBTI pour soutenir leurs droits. Et plutôt dans sa carrière, il a été juge administratif aux États-Unis. Il a enseigné les études de sexualité et genre à plusieurs universités aux États-Unis. Nous avons eu le plaisir de travailler avec lui au cours des derniers mois pour développer la boîte à outils qui sera bientôt disponible. Liberty est la directrice exécutive de Gender Dynamics, la première organisation enregistrée en Afrique à se concentrer sur la communauté transgenre. Gender Dynamics s'engage à la recherche, l'éducation du public et la mobilisation communautaire pour réaliser les droits humains des personnes transgenres en Afrique du Sud et au-delà. S'identifiant comme une personne trans non-binaire, elle détient une maîtrise en droit de l'Université du Cap-Occidental et des qualifications en gestion des affaires de l'Université du Cap. Je suis très heureuse de les avoir ici aujourd'hui avec nous et après leur présentation, dans quelques instants, je suis ravi qu'Elizabeth Dyke sera là pour animer la session des questions et des réponses. Elizabeth
est un membre du groupe de travail sur l'égalité des genres de CANSFE. Elle est consultante en santé et développement depuis 2008. Elle mène des évaluations, elle facilite des ateliers sur le renforcement des capacités, des projets de recherche, elle écrit des rapports. La liste des pays où elle a travaillé est très longue et elle a également travaillé dans divers secteurs, y compris les gouvernements, les ONG, les universités et les industries privées. Elle a travaillé dans les domaines du VIH, de la santé sexuelle et reproductive, de la santé maternelle, des maladies tropicales négligées, de la nutrition, de la gestion du genre et de santé des systèmes d'information. Je suis heureuse d'accueillir ces 3 experts. Aujourd'hui, c'est un honneur et un privilège d'avoir Andrew et Liberty ici avec nous pour partager leurs riches connaissances et expériences et d'avoir Elisabeth ici pour animer la séance. Donc, Andrew, je vais vous céder la parole. Andrew va passer le micro à Liberty après, et après la présentation, Elisabeth vous invitera tous à poser des questions. Donc sur ce, Andrew, à vous. Merci Ali, et merci pour l'information sur les peuples des Premières Nations. J'ai apprécié cela. Et je vous remercie. Je remercie Can Watch, qui est un leader mondial dans le domaine des questions touchant les personnes LGBTI, et parfois de manière discrète et parfois de manière très visible. Il est très bien que ces organisations canadiennes s'occupent de ces questions dont nous parlons. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'est la commémoration de la dépathologisation de l'homosexualité. Et ce que je pensais que je ferais, permettez-moi de revenir en arrière. Nous faisons cela en partie pour présenter la boîte à outils qui sera publiée. Elle est toujours en cours d'édition et de préparation pour l'impression. Et il contiendra des sections sur les problèmes liés aux obstacles, aux soins de santé, à l'accès aux soins de santé primaires, aux besoins de santé spécialisés, aux besoins de soins de santé sexuelle et reproductive, des minorités sexuelles et de genre. Il y aura également un tas de ressources et un guide de style, guide de rédaction, qui explique comment utiliser la terminologie pour la communauté LGBTI. Je vais y arriver dans quelques secondes. Mais ce que j'ai pensé faire, ce qui pourrait être utile pour commencer avec une sorte d'aperçu au niveau macro, donc d'environ 40 secondes, j'espère vous donner l'histoire mondiale du mouvement LGBTI. Et je pense que cela mettra en perspective où se trouvent les organisations communautaires locales et où elles en sont en ce qui concerne les données sur les activités de développement, l'engagement avec les objectifs de développement durable et d'autres politiques de développement. Cela commence donc par la Déclaration universelle des droits de la personne, et c'est une chose très intéressante parce que si je faisais ça pour la Banque mondiale ou autre chose, nous commencerions par la conférence de Bretton Woods. Le mouvement LGBTI est fermement ancré dans le cadre des droits de la personne, qui a été en quelque sorte donné un petit coup de pouce en 1994 lorsque l'ONU a déclaré dans l'affaire concernant la Tasmanie, l'État au sud de l'Australie. La déclaration a dit que les personnes LGBTI, ou spécifiquement les personnes des couples du même sexe, avaient droit à la vie privée et l'ONU avait invalidé l'interdiction de la sodomie dans ce pays. Rien ne s'est passé pendant les 2 années suivantes, jusqu'à ce que l'Afrique du Sud ait la première constitution au monde à reconnaître les personnes LGBT. Là encore, il ne s'est rien passé. Chaque tentative de soulever des problèmes dans les forums mondiaux a été un peu moquée et a été écartée de l'ordre du jour jusqu'à ce qu'en 2003, lorsque le Brésil a soulevé la question des droits des personnes LGBTI au Conseil des droits de l'homme. À ce moment-là, on l'appelait la Commission des droits de la personne. C'était la première fois que l'on prenait ça au sérieux. Et c'était pris au sérieux parce que c'était un pays du Sud, ce n'était pas la Norvège ou un pays nordique qui a soulevé la question. Le Brésil avait de la crédibilité. Et à ce moment-là, les gens commençaient à prendre le problème au sérieux. Alors les gens demandaient à travers le monde, d'accord, s'il existe des droits de la personne pour les personnes LGBTI, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les droits humains des personnes LGBTI?
Et cette question a produit un processus, a donné lieu à un processus où les gens ont examiné tous les traités, les priorités, la Déclaration universelle des droits de la personne et l'ont synthétisé en un seul document qui est devenu le document séminal des droits de la personne pour le mouvement LGBTI dans le monde, et cela s'appelait les principes de Yogyakarta. En 2007. Vous verrez donc les références aux principes de Yogyakarta à chaque fois que vous regarderez quoi que ce soit. Ils ont été adoptés par les gouvernements, ils ont été référencés, ils ont été traduits en 27 langues différentes, ils sont la base de la formation des services de police locaux à travers le monde, pour les ministères de la Santé, de la Justice. Puis, en 2017, des choses ont changé. Donc maintenant, nous avons les principes de Yogyakarta plus 10 autres principes, et l'une des raisons pour lesquelles je voulais soulever cela est parce qu'il y avait une décision prise de la part de la communauté pour faire reconnaître 3 types de choses dans le droit international des droits de la personne et faire cela que cela filtre dans le droit local et le droit régional. L'un était les caractéristiques de l'orientation sexuelle, le second était les caractéristiques de l'identité et de l'expression de genre. C'était juste l'identité du genre au début, mais elle a été élargie pour s'assurer que ces choses étaient traitées séparément. Le troisième était la reconnaissance des caractéristiques sexuelles et faire reconnaître tous ces éléments comme une base sur laquelle il ne faut pas discriminer contre les personnes LGBTI. C'est de là que vient le terme sojiesque. Et parce que ces 3 caractéristiques étaient au centre de l'attention, elles correspondent aux 3 groupes de population de personnes LGBT. C'est l'orientation sexuelle, les personnes transgenres, c'est l'expression de genre et l'identité, et l'intersexe. C'est une caractéristique sexuelle. Donc au niveau international, cela vous permet également de savoir pourquoi le terme LGBTI est utilisé dans les forums internationaux, alors que dans certains autres pays, vous aurez une formulation différente. Donc au Canada, je pense que c'est courant de voir LGBTQ2+, en reconnaissance de la sexualité et du genre des peuples indigènes. Cela vous permet également de savoir que cet objectif du mouvement LGBT a été très axé sur les droits de l'homme. L'une des choses qui a été un peu difficile pour le mouvement est de passer à un cadre de développement. Par exemple, dans le domaine des droits de la personne, vous voulez que les choses soient définies de manière très large, très souple, afin qu'elles puissent être interprétées en termes de tentatives discriminatoires auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Donc c'est quelque chose qui est très délimité et spécifique. Cela n'est pas vraiment favorisé dans un cadre du droit de la personne par opposition à un cadre de développement où vous avez besoin de données. Et bien sûr, si vous collectez des données, vous devez savoir si quelqu'un est classé comme tel ou tel type de personne. Cela doit être clair et définitif. Vous devez savoir quelle personne appartient à quel groupe. Ainsi, le simple concept d'établir des normes pour collecter les données en premier lieu a été un petit pas en avant pour la communauté. L'autre chose que je voulais vous expliquer, et nous allons aborder l'environnement juridique plus tard, nous pouvons trouver des membres de la communauté LGBTI et des organisations communautaires dans à peu près n'importe quel pays où il y a une société civile active. Et l'un des moyens de le savoir est d'examiner les mécanismes de financement et de suivre le financement. C'est le principal outil que nous connaissons pour pouvoir compter le fait qu'il existe probablement environ 5000 organisations LGBTI à travers le monde qui ont une sorte de statut organisationnel. Je mets également cela sur la diapositive parce que si vous collectez des fonds pour les questions touchant les personnes LGBTI dans les pays du Sud, c'est la première ressource que vous voudrez consulter. Ce sera dans la boîte à outils, mais ce livre répertorie tous les principaux bailleurs de fonds, les gouvernements, les fondations privées pour les questions LGBTI dans chaque région. Je suppose que une auditoire comme celle-ci est toujours intéressée par le financement. Donc, c'est le premier endroit à regarder.
Maintenant, comprendre la communauté, je pense que c'est important parce qu'en ce moment, il y a un manque important de données. L'un des moyens de pallier ce manque de données pour savoir comment développer des programmes, déterminer quelles priorités fixer, quels objectifs fixer, et de communiquer avec la communauté locale. Donc, je dirais qu'il est probablement imprudent au niveau centralisé de toute organisation de commencer à envisager des types particuliers de programmes visant les personnes LGBTI sans contacter la communauté locale dans cette région. Car ils ne vont pas vous donner les données quantitatives que nous sommes habitués de recevoir dans le domaine du développement international, mais assez d'informations sur le besoin, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans certaines communautés. Cela compensera en partie le manque généralisé de données à l'échelle mondiale. La deuxième raison pour laquelle vous voudrez tendre la main à la communauté locale, c'est d'observer le principe de ne pas faire du mal à autrui. Permettez-moi de vous dire qu'il y a environ 15 ans, vers 2003, lorsque le Brésil a commencé à parler de cette question aux Nations Unies et que les choses ont commencé à être prises au sérieux, il y a eu un recul. Et ce tollé, ce refoulement impliquait des attaques dans le monde entier contre les groupes LGBTI. Et il y a eu une série d'attaques violentes, les meurtres, l'invasion des bureaux, etc., tout au long de cette période. Au cours des 15 dernières années, les organisations LGBTI ont été saturées de formations sur les questions de sécurité. Une grande partie de cette formation sur les questions de sécurité leur a été imposée par des bailleurs de fonds, une chose sur laquelle vous pouvez compter lorsque vous traitez avec des groupes LGBTI et qu'ils comprennent le contexte de la sécurité. Ils ont parlé d'une stratégie adaptée à leur communauté. Si l'on s'inquiète de savoir si interagir ou faire quelque chose avec la communauté LGBTI locale augmentera la visibilité dans ces lieux, dans des lieux d'hostilité ou mettra en danger une installation particulière ou un militant, les meilleures personnes pour répondre à cette question sont les groupes LGBTI locaux eux-mêmes, car ils ont déjà pensé à cela. À l'écran, vous n'avez qu'un exemple. C'est le manuel de protection internationale sur les défenseurs LGBTI, mais il n'y a aucun groupe LGBTI dans le monde qui n'ait pas beaucoup réfléchi aux questions de sécurité. Donc à ce stade, ils sont des experts. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous commençons tout juste à l'échelle mondiale, à faire en sorte que les militants LGBTI se concentrent sur les protections et les normes juridiques pour se concentrer sur toutes ces choses que vous voyez à l'écran. Vous savez que l'ONU essaie de rassembler des données pour un indice d'inclusion LGBTI basé sur ces 5 facteurs. Il s'agit d'un effort mondial qui les rassemble. Et je dois dire que l'économiste en chef qui est chargé de recueillir ces données pour cet indice a dit certaines choses qu'il me semble important de noter. La première est qu'il n'y a aucun pays au monde, à l'exception du Canada, qui comprend une question sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans son recensement. Je dirais qu'une douzaine de pays ont des questions sur d'autres types de sondages nationaux, des enquêtes nationales sur la santé, des enquêtes sur le comportement des adolescents, et probablement 2 douzaines de pays l'ont sur une sorte d'enquête ponctuelle. Mais il y a si peu de données, et ma collègue me disait qu'en ce qui concerne les lesbiennes, il n'existe aucune donnée provenant d'un pays en développement dans le monde qui soit représentative au niveau national sur l'une de ces questions, l'éducation à la santé, violence, bien-être économique. Il y a un peu plus de données sur les hommes gays,
à cause de l'étude sur le VIH, mais beaucoup sont vraiment horribles. Il y en a encore moins sur les personnes trans. D'accord. Non, pas cette diapositive, mais maintenant nous allons en quelque sorte approfondir parce que, d'après ce que je comprends, les gens de KNSFE sont très intéressés par les données. Vous savez que beaucoup de choses sont déjà connues des gens, mais à un niveau micro. Sur le plan individuel, nous avons affaire au concept d'orientation sexuelle, et cela est bien sûr constitué de comportements identitaires et de désirs. Je passe donc maintenant à la question de savoir quelle est l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le statut intersexe d'un individu. Pour parler d'orientation sexuelle, nous pouvons parler de n'importe laquelle de ces manières, mais la chose importante à retenir est qu'il n'y a pas de correspondance entre l'identité et le comportement. En d'autres termes, si quelqu'un s'identifie comme... Si quelqu'un révèle qu'il s'était engagé dans le cas d'un comportement sexuel entre personnes de même sexe, ça en dit rien sur leur identité, son identité, c'est statistiquement simplement absent. Pour parler d'orientation sexuelle, nous pouvons en parler de l'une ou de l'autre de ces manières, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de correspondance entre l'identité et le comportement. En d'autres termes, si quelqu'un révèle qu'il a eu une rencontre de nature sexuelle avec quelqu'un du même sexe, cela ne dit rien sur son identité. Il est statistiquement juste absent. L'inverse, c'est un peu plus une indication. Si quelqu'un révèle une orientation appartenant à une minorité sexuelle, par exemple, la personne dit être lesbienne, gay ou bisexuelle, c'est une indication qu'elle a probablement eu une rencontre de nature sexuelle avec quelqu'un du même sexe. Mais encore une fois, les données des pays de l'hémisphère nord nous indiquent que probablement un quart à un tiers de toutes les femmes qui s'identifient comme lesbiennes ont également eu des relations sexuelles avec des hommes. Il y a donc moins de correspondance que vous ne le pensiez. Ce sont des chiffres qui proviennent des très rares enquêtes représentatives qui ont été réalisées. Mais ce sont des chiffres que l'on ne serait pas surpris de voir s'il y avait plus d'enquêtes réalisées ailleurs. Donc, en termes de personnes qui s'identifient comme LGB, c'est 2 à 5% de la population. Comme j'ai dit, principalement dans les pays de l'hémisphère nord, avec des niveaux de stigmatisation plus faibles. En termes de comportement, 12% serait raisonnable de voir quelque part en termes de personnes qui ont eu une rencontre de nature sexuelle avec une personne du même sexe. C'est probablement plus élevé pour les femmes. Il est également beaucoup plus élevé si vous incluez des adolescents, en particulier dans les endroits où les systèmes éducatifs sont séparés par sexe. En Inde, par exemple, il y a une enquête qui a été réalisée qui a porté à 40% le nombre d'hommes qui ont déclaré avoir eu une expérience sexuelle avec une personne du même sexe, mais c'était dans un pensionnat réservé aux garçons. Et puis, bien sûr, il y a la composante du désir. Une grande partie de ces gens indiqué avoir eu le désir, mais encore une fois, ça vous dit qu'identifier les personnes à l'aide de l'auto-identification serait insuffisant pour capturer toutes les personnes ayant eu des relations sexuelles avec des personnes du même sexe ou du même genre. Pour le genre, c'est un peu plus compliqué. Et ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs. Mais les principales questions sont, pour le genre, quel était le genre d'une personne à sa naissance, tel qu'informé par des personnes dont il était à charge, ou tel qu'indiqué sur son acte de naissance. Nous appelons cela le genre attribué à la naissance. Et c'est la principale question que nous posons. C'est la question de départ que nous posons à quiconque pour déterminer le genre. Quel était votre genre à la naissance? Et quel est votre genre maintenant? Et je me suis mal exprimé il y a quelques minutes. Je l'ai appelé genre actuel, ce qui est un terme incorrect. Une personne a une conscience intérieure de son genre très tôt dans la vie.
Prenons par exemple une personne célèbre, comment s'appelle-t-elle? Caitlyn Jenner. C'est elle qui a remporté la médaille d'or dans les Jeux olympiques pour le décathlon et dont la photo a apparu sur les boîtes de céréales. Je suis un peu plus âgé que certaines personnes ici, j'imagine. Caitlyn s'est donc vue attribuer le genre mâle à la naissance avec le nom de Bruce Jenner. Mais quand je parle d'une personne transgenre, je parle toujours en termes de son genre tel qu'il est maintenant, même quand je fais référence à des parties antérieures de sa vie. Quand Caitlyn a remporté le décathlon, je décrirais cela comme la période avant sa transition, mais je dirais qu'elle a remporté le décathlon. Je ne dirais pas qu'elle a gagné le décathlon alors qu'elle était un homme. C'est pourquoi nous parlons du genre attribué à la naissance, parce que nous ne voulons pas lier le genre à son état biologique à la naissance. Très bien. Je vais donc vous montrer ce que fait le Canada, c'est-à-dire recueillir des données sur la population canadienne à l'aide d'une question en 2 étapes. C'est probablement la meilleure pratique que l'on peut utiliser à l'échelle mondiale, car d'autres pratiques ne sont pas suffisamment développées. Mais cela repose sur 2 questions. Premièrement, quel est votre genre à la naissance? Et deuxièmement, quel est votre genre actuellement? Et cela permet au Canada de regrouper les gens en 3 groupes. Les femmes, y compris les femmes cisgenres, les femmes qui avaient un genre féminin attribué à la naissance, et les femmes qui sont des femmes transgenres, qui avaient un genre masculin attribué à la naissance. Même chose avec les hommes, même chose avec les personnes non binaires. L'une des raisons pour cela est pour vous montrer comment fonctionne cette collecte de données, et aussi pour faire valoir que de nombreuses personnes transgenres ne s'identifient pas comme transgenres, elles s'identifient comme hommes ou femmes. Le simple fait de se fier à l'identité de genre actuelle ne vous dit pas si cette personne est transgenre ou cisgenre. C'est donc un moyen de contourner ce problème et cela évite que les gens nomment leur propre genre. Parce que le Canada a essayé cela il y a 4 ans et je pense qu'il y avait quelque chose comme, je ne sais pas, au moins quelques centaines de genres différents qui ont été nommés dans ce test du recensement au Canada. Et cela devenait tout simplement irréalisable parce qu'il y avait trop d'identifiés, il y avait trop de sous-groupes. On n'avait pas suffisamment de données pour que cela ait un sens. Donc voilà donc l'identité de genre. Maintenant, si vous interrogez les gens sur leur genre et que vous comparez cela à leur genre attribué à la naissance, vous obtenez un chiffre qui représente d'environ 3 à 1,8% de la population. Encore une fois, c'est très variable. L'une des principales choses que nous voyons de manière frappante est que ce nombre augmente à mesure que la stigmatisation diminue, beaucoup plus que l'orientation sexuelle d'ailleurs. Et de sorte que 1,8% vient d'endroits en dehors des pays de l'hémisphère nord. Mais encore, nous n'avons pas beaucoup de données provenant d'Asie, et l'Asie est l'endroit où la stigmatisation transgenre est la plus faible. Donc, je voulais juste vous montrer cela parce que si vous deviez représenter toutes ces populations dans un diagramme de Venn, comme nous l'avons fait pour l'orientation sexuelle, voici à quoi ressemblerait la charte d'identité, le diagramme. C'est dans le cercle de gauche, ce sont les personnes dont l'identité intérieure est différente de leur genre physique, et à droite, les personnes dont l'expression extérieure est différente de l'identité de genre attribuée à la naissance. Et au milieu se trouvent les personnes dont l'identité et l'expression sont différentes. Liberty va parler des différentes manières dont on peut faire la transition, mais cela montre que l'expression n'est pas nécessairement une identité. D'accord. Une autre chose que je voulais souligner à propos de la communauté transgenre est qu'elle est très très diversifiée. Une grande partie de cette diversité provient des identités indigènes. Voici donc 3 exemples. Vous voyez ici quelqu'un du Népal. Népal a été le premier pays à reconnaître un 3e sexe en 2011.
Il a été suivi assez rapidement par l'Inde, puis finalement par le Pakistan. Voici quelqu'un dont le genre sur sa carte d'identité est T ou X, selon le bureau qu'il a rempli, mais ce n'est pas M ou F. Oui, le Népal et l'Inde ont des populations très similaires. Je voulais juste donner ça comme exemple du placement social des identités transgenres indigènes. L'Inde a traité les personnes hijra dans une affaire judiciaire qui a établi un troisième sexe dans ce pays. La Cour a entendu l'histoire de Lord Rama, une légende hindoue. Quand Lord Rama a été exilé de sa ville, je ne suis pas un expert en religion, donc je risque de ne pas raconter l'histoire correctement, mais l'histoire est la suivante. Il était exilé de sa ville, et alors qu'il partait, il s'est retourné et tous ses hommes le suivaient. Il a prêché un sermon sur la façon d'être un homme respectueux, et leur a dit de rentrer chez eux. Vous savez, prenez soin de leur ménage, soyez des hommes dignes de respect. Il a dit qu'il devait aller dans les bois et contempler la nature et vivre une expérience pendant son exil. Puis il s'est retourné encore une fois et toutes les femmes le suivaient. Alors il a donné un sermon sur la façon d'être une femme respectueuse et leur a dit de rentrer chez elle, de retourner au village. Puis il s'est retourné encore une fois et un groupe d'autres personnes le suivaient. Il a dit, écoutez, j'ai dit à tout le monde de rentrer à la maison, pourquoi me suivez-vous toujours? Et ils répondirent, eh bien, vous avez dit aux femmes et aux hommes de rentrer chez eux. Nous ne sommes ni des hommes ni des femmes. Par conséquent, nous allons continuer à vous suivre. Alors il a donné un sermon disant qu'il a apprécié leur dévouement. Il a utilisé le mot hijra. Le terme moderne est kanir, mais le mot hijra signifie voyage en sanskrit. Il leur a donné le pouvoir d'accorder des bénédictions, en particulier sur de nouvelles choses comme un nouveau bébé, une nouvelle amitié, etc. Il y a donc des millions de hijras en Inde. Tout le monde sait qui sont les hijras. Ils sont considérés comme faisant partie du système des castes. Ils sont également considérés comme une communauté religieuse particulière. Parce qu'en Inde, par exemple, lorsqu'il y a des conflits juridiques entre les personnes d'un même ménage, les tribunaux interpréteront cela selon les traditions religieuses d'un ménage. Les tribunaux appliquent donc un ensemble spécifique de normes pour les ménages de hijra. C'est l'une des rares fois où vous verrez un tribunal déclarer « Écoutez, la culture traditionnelle nous oblige à affirmer une minorité sexuelle ou de genre. » Les tribunaux utilisent généralement la tradition pour invoquer des mesures punitives pour les minorités sexuelles. Voici un exemple d'un projet de loi adopté au Pakistan, ce qui est l'un des projets de loi les plus progressistes au monde en termes des normes pour les personnes transgenres. Je crois que Liberty va se joindre à l'appel, alors laissez-moi terminer avec les personnes intersexuées. L'intersexualité est basée sur la reconnaissance qu'il ne faut pas discriminer les autres sur la base de caractéristiques sexuelles. Tout le monde a des caractéristiques sexuelles. Pour la plupart des gens, les caractéristiques sexuelles correspondent à toutes les femmes ou à 100% féminine ou à 100% masculine. Vous savez, tous vos hormones, chromosomes, organes reproducteurs et organes génitaux correspondent à ce qui est considéré comme typiquement masculin ou typiquement féminin. Pour les personnes intersexuées, certaines caractéristiques sexuelles sont considérées comme typiquement masculines et d'autres comme typiquement féminines. Le pourcentage de la population se situe entre 1,7% et 2%, et cela provient des bases de données médicales du monde entier. En passant, les personnes qui ne sont pas intersexuées sont appelées endosexuées. C'est donc l'autre rubrique de votre graphique de population. En termes de la situation juridique, voici la carte française, mais plus la couleur est foncée, meilleures sont les lois, et plus la couleur est pourpre, plus les lois sont pires.
Vous pouvez donc généralement y voir une distribution et vous pouvez aussi imaginer la correspondance entre cette carte et les cartes qui traitent par exemple de l'accès à l'avortement, de la contraception, du nombre de femmes dans les parlements, etc. Ce n'est donc pas une carte surprenante parce que ces choses sont très politiques. Je vais sauter cette diapositive. Bon, Liberty, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, Andrew? D'accord. J'en suis maintenant à la première diapositive de votre présentation. Vous voyez cela? Oui, je peux le voir en effet. D'accord. Laissez-moi vous présenter Liberty, la directrice exécutive de Gender Dynamics, une organisation très réputée en Afrique, la plus organisation transgenre, certainement en Afrique, mais parmi les plus anciennes du monde, parce que c'est un ensemble relativement récent de communautés qui sont apparues. Alors Liberty, pourquoi ne pas prendre à partir d'ici et me dire juste quand il faut avancer la diapositive? Certainement, merci beaucoup pour la présentation, Andrew. Bonjour à tous. Mes excuses pour avoir vous rejoint l'appel en retard. J'étais juste dans une autre session que j'ai dû quitter un peu plus tôt que prévu. Mais je suis content d'être ici. Donc, je m'appelle Liberty. Mes pronoms sont elle, she, hers en anglais et they, them en anglais. Gender Dynamics, comme Andrew l'a souligné, est la plus ancienne organisation enregistrée sur le continent africain. Nous sommes fiers d'être une organisation de défense des droits humains spécifique aux transgenres. Cela étant dit, mon exposé aujourd'hui est axé sur la santé et sur la façon dont les besoins des personnes transgenres et de genres divers sont contextualisés au sein du système des soins de santé. Ensuite, bien sûr, en examinant certaines des compétences organisationnelles des différentes entités qui doivent s'engager dans la dignité avec des personnes transgenres et de genres divers. Voici un aperçu de la présentation. Je vais vous aider à comprendre les personnes transgenres et de genres divers. Dans le contexte de la santé, nous examinerons 3 domaines particuliers. Premièrement, l'affirmation du genre. Le deuxième élément concernerait les aspects généraux et spécialisés de la prestation de soins de santé. Le troisième concernerait les obstacles à l'accès. La section suivante se concentrera sur la définition de ce à quoi ressemble une organisation transcompétente. Ici, nous aborderons 3 piliers clés qui constitueraient un pilier politique, pratiquer ce que nous faisons en tant qu'organisation et entité, et puis bien sûr l'infrastructure qui nous soutient au quotidien. Prochaine diapo, Andrew. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Ainsi, lorsque nous cherchons à comprendre les personnes transgenres et de genres divers dans le contexte de la santé, il est important de pouvoir distinguer au moins 2 données démographiques dans la communauté. Les personnes transbinaires et les personnes transgenres non-binaires. Les personnes transbinaires sont généralement des individus qui s'identifient comme étant hommes ou femmes ou hommes, alors que les personnes transgenres non-binaires ne s'identifient pas ou ne s'expriment pas par rapport à des normes basées sur l'identification avec des femmes ou des hommes. Et donc, fondamentalement, elles tombent sur le spectre ou sur le continuum dans un espace entre l'identification en tant qu'homme ou femme, ou peut-être au-delà de cette limitation particulière. Donc, en regardant contextualiser nos préoccupations en matière de santé, nous examinons les voies globales d'affirmation du genre pour les personnes transgenres et de genres divers. Ici, j'ai essayé de les délimiter en 4 éléments. À une extrémité, nous avons l'affirmation sociale. Deuxièmement, l'affirmation médicale. Troisièmement, l'affirmation chirurgicale. Et enfin, l'affirmation légale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ainsi, dans le contexte de l'affirmation sociale, nous devons reconnaître que ce ne sont pas toutes les personnes transgenres et de genres divers qui veulent rechercher une affirmation médicale ou une affirmation chirurgicale.
l'affirmation sociale en elle-même suffit. En même temps, lorsque nous examinons les limites qui existent dans les différents pays, nous savons que de nombreux pays, en particulier sur le continent africain, n'offrent pas d'accès aux soins médicaux ou chirurgicaux pour les personnes transgenres et de genres divers. En même temps, il n'y a pas non plus d'affirmation légale ou de reconnaissance légale fournie à la communauté. Donc pour la plupart, même si les gens veulent subir des interventions chirurgicales, elles sont intrinsèquement limitées en fonction du contexte dans lequel elles se situent. Et donc à bien des égards, nous nous exprimons à travers la façon dont nous nous habillons, nous nous exprimons à travers les styles de coiffure, pour les femmes transgenres, peut-être par l'utilisation de maquillage, et puis bien sûr les maniérismes comme moyen de s'affirmer socialement. L'expression peut également prendre la forme de l'utilisation des pronoms. Lorsque nous ne voulons pas utiliser des pronoms en conjonction avec le sexe qui nous a été assigné à la naissance, mais plutôt en termes de comment nous nous affirmons actuellement en tant qu'homme, femme ou non-binaire. Il y a donc différents pronoms que nous pouvons utiliser et j'en parlerai un peu plus tard. Dans le contexte de l'affirmation médicale, et j'ai brièvement évoqué les limites, où c'est non plus qu'un certain pays qui n'a pas assez de ressources pour être en mesure d'administrer des soins hormonaux, par exemple, ou un pays qui criminalise les relations sexuelles avec les personnes de même sexe ou d'identité de genre, ce qui empêche les gens d'accéder à ce niveau de soins par le biais du système de santé publique. En plus de cela, de nombreux prestataires de services n'ont pas nécessairement les aptitudes et les compétences nécessaires pour rendre ce type particulier de soins, et encore moins pour le rendre de manière amicale et affirmante. L'Afrique du Sud, que je connais bien, par exemple, a une liste d'attente de 25 ans ou plus pour des interventions chirurgicales. Donc, si vous êtes une personne transgenre cherchant à subir une affirmation chirurgicale, c'est le temps que vous devrez probablement attendre avant d'avoir accès à ce niveau de soins. Est-ce que vous pouvez cliquer? Voilà. Vous pouvez... ensuite, bien sûr, il y a l'affirmation légale. Donc, je parlerai un peu plus tard. Il s'agit simplement de la mesure dans laquelle un pays particulier reconnaît ou ne reconnaît pas les droits des personnes transgenres et de gens diverses, par exemple la possibilité de changer le sexe ou le nom sur les cartes d'identité. Donc, si nous examinons les différents aspects de la prestation des soins de santé généraux et spécialisés, nous savons que les soins de santé sont importants pour les personnes transgenres et de genres différents et de genres divers. Lorsqu'on parle de consulter un médecin pour une toux que vous pourriez avoir ou une maladie que vous pourriez avoir, nous constatons ici que de nombreuses personnes ne recherchent pas le traitement par crainte de se sentir aliénées ou avoir le sentiment que le niveau de stigmatisation et de discrimination qu'elles doivent endurer dans des établissements médicaux n'en vaut tout simplement pas la peine. Il y a aussi le traumatisme mental auquel les gens seraient exposés en plus de cela. Nous devons encore nous spécialiser dans les soins hormonaux. J'en ai déjà parlé. L'expertise et les compétences n'existant pas nécessairement pour que ce niveau de soins soit rendu dans le même temps. Les soins chirurgicaux sont également en retard. Encore une fois, je soulignerai à nouveau la liste d'attente de 25 ans en Afrique du Sud. Et dans certains contextes, les chirurgies ne sont même pas mises à la disposition des personnes transgenres parce qu'elles sont considérées comme électives et cosmétiques plutôt que salvatrices et changeantes. La communauté doit également rivaliser avec d'autres types d'interventions de santé. Et bien sûr, les gouvernements sont très clairs quant à la manière dont ils utilisent d'autres types de procédures de santé,
comme donner la priorité au traitement du cancer du sein pour les femmes cisgenres pour justifier pourquoi les hommes transgenres se voient refuser la chirurgie mammaire, c'est-à-dire les mastectomies. Et donc, ces défis particuliers font qu'il est très difficile pour la communauté d'être en mesure d'accéder au niveau de soins dont elle a besoin pour vivre une vie pleine et avec dignité. Dans le contexte de la santé sexuelle et reproductive, on constate que les hommes transgenres se seraient stigmatisés dans le système de santé. Ils ne peuvent pas faire passer de tests PAP et si le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué, il se peut que ce soit à un stade très avancé. En même temps, les femmes transgenres pourraient ne pas vouloir se rendre dans des établissements de santé pour subir un examen de la prostate en raison de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles elles pourraient être confrontées. Ce sont des exemples de la manière dont la santé sexuelle et les droits des personnes transgenres et de genres divers sont compromis en raison de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles elles sont confrontées. Enfin, bien sûr, nous savons que les services de counseling sont importants pour les personnes transgenres et de genres divers et non pas pour des fins de pathologisantes, plutôt sur la base d'un consentement éclairé. Le counseling est un mécanisme de soutien pour les personnes transgenres et de genres divers afin de maintenir une bonne santé mentale et pour maintenir leur bien-être mental alors qu'ils entreprennent leur voyage pour s'affirmer, que ce soit socialement, médicalement ou chirurgicalement. Merci Andrew. J'ai donc déjà parlé des nombreux obstacles auxquels nous sommes confrontés lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins de santé. Vous savez, d'un côté, il y a le niveau de stigmatisation que nous devons endurer en fonction de la façon dont les gens nous isolent au sein de différentes communautés. Et puis de notre côté, nous sommes soumis à un traumatisme mental lorsque nous sommes isolés des communautés mêmes que nous recherchons pour le soutien, auxquelles nous faisons appel pour le soutien. En plus de cela, la discrimination joue un rôle énorme dans la mesure dans laquelle nous sommes capables de nous affirmer dans différents espaces. Et bien sûr, pouvoir réclamer des ressources et des services qui amélioreraient notre qualité de vie. La criminalisation dont j'ai parlé plus tôt, en particulier en Afrique, où l'on constate que les relations sexuelles consensuelles avec les personnes du même sexe sont criminalisées, combinées à la non-reconnaissance des personnes transgenres et de genres divers. Elle se retrouve à la merci de ces lois très anti-homosexuelles et anti-sodomites. Dans le contexte du droit pénal des pays africains, il existe également d'autres lois comme l'usurpation d'identité sexuelle, selon lesquelles les personnes transgenres peuvent être criminalisées pour s'habiller d'une manière qui n'est pas nécessairement considérée comme conforme à leur sexe assigné à la naissance. La société fronce les sourcils à ce sujet et vous pouvez être pénalement accusé pour cela selon les lois en vigueur. J'aimerais aborder la question du déficit des compétences. C'est une question cruciale que nous devons aborder par le biais d'initiatives de formation et de renforcement des capacités que nous devons entreprendre afin d'équiper les prestataires de soins de santé pour qu'ils fournissent les services nécessaires à la communauté. L'image du désert représente la rareté des ressources et des produits de base. L'Afrique est connue pour ses établissements de santé sous-financés et donc, dans ce cas particulier, lorsque les budgets sont établis et que nous devons évaluer la façon dont nous allons répartir les ressources et les services, les personnes transgenres et de genres divers sont renvoyées à la fin de la queue. Je veux donc simplement passer à cette diapositive qui est essentiellement une étude de cas de ce qui se passe en Afrique du Sud pour vous donner une idée de la façon dont les lois sont généralement conçues. Nous sommes loin d'arriver au point où nous pouvons simplement nous adresser au directeur civil et remplir une demande de changement de sexe sur la base de l'autodéclaration et du droit de déterminer le sexe de notre propre corps.
Tant de lois, et c'est le cas de la modification du sexe et du statut sexuel en Afrique du Sud, sont basées sur un modèle biomédical. Cela signifie donc que vous devez avoir une preuve médicale que vous êtes en fait transgenre. Et cette preuve médicale prend la forme de certificat médical émis par votre médecin que vous êtes tenu de soumettre avec votre demande prouvant que vous recevez actuellement des soins de santé sexospécifiques, que ce soit des soins hormonaux ou des soins chirurgicaux. Dans le même temps, vous avez besoin d'un certificat médical supplémentaire qui doit corroborer l'authenticité ou l'exactitude du premier certificat médical. C'est encore un problème énorme dans un contexte où les soins de santé affirmant le genre ne sont pas disponibles. Parce que s'il n'est pas disponible, cela signifie que vous ne pouvez pas exercer les droits qui vous sont accordés par la loi. En plus de cela, les demandes qui sont censées prendre 6 semaines en Afrique du Sud peuvent prendre jusqu'à 2 ans pour être traitées. Telle est la réalité à laquelle nos communautés doivent faire face. Les personnes non binaires luttent également parce qu'il n'y a pas de reconnaissance au-delà de la conceptualisation binaire du genre et du sexe, qui est généralement homme et femme. Les personnes non binaires n'ont donc d'autre recours que de choisir l'une de ces catégories d'identité de genre. C'est un problème parce que cela signifie que la loi ne reconnaît pas les gens pour qui ils sont vraiment. Et puis, bien sûr, quand on regarde les enfants, beaucoup d'enfants sont laissés à la merci des parents parce qu'ils ont besoin du consentement parental avant de pouvoir recevoir des soins de santé affirmant leur sexe. Les hormones, la modification légale du genre sur les documents d'identité, etc. Ainsi, une partie du travail que nous faisons consiste vraiment à faire comprendre les défis, les traumatismes et les expériences négatives que les mineurs doivent vivre en raison de ces limitations dans les lois et dans le domaine de la santé. Alors, comment travaillons-nous pour offrir aux mineurs de plus grandes opportunités d'exercer leur libre arbitre et leur autonomie pour déterminer leur sexe eux-mêmes? Enfin, je décrirai ce que les organisations doivent faire pour répondre aux besoins des personnes transgenres et de genres divers. Nous examinerons ici à la fois en interne et en externe, en termes de cadre politique et en termes de bénéficiaires de ces programmes. Il est important de mettre en place des mécanismes de lutte contre la discrimination qui peuvent protéger les personnes LGBTQI+, contre la discrimination sur le lieu de travail ou dans les endroits où elles sont bénéficiaires des ressources ou de services. Il est important de mentionner expressément les personnes LGBTQI+, dans les cadres politiques, car la reconnaissance, dans ce cas particulier, équivaut à une protection. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer de manière affirmative. Bien entendu, en ce qui concerne la structure des avantages sociaux et ce qui est donné aux employés, il est important de se pencher sur les besoins très particuliers des personnes de divers sexes. Si je donne l'exemple d'une organisation telle que Gender Dynamics et ses tentatives pour mieux répondre aux besoins des employés transgenres, ce qu'elle a fait, par exemple, est de mettre en place une prestation des soins de santé affirmant le genre. Pour les cas où l'on sait que les services de santé ne sont pas accessibles au sein du système public des soins de santé pour les communautés, où c'est limité. Deuxièmement, cela coûte très cher dans le système des soins de santé privés où les régimes médicaux ne couvrent pas tous les soins ou pas du tout les soins de santé affirmant le genre dans certains contextes. Ainsi, la prestation verse une allocation mensuelle qui permet aux personnes transgenres et de genres divers de couvrir les hormones, par exemple. Ensuite, si nous examinons les aspects pratiques, et c'est important, comme le montre l'image du haut, il est important que les formulaires médicaux soient en mesure de capter les diversités de la communauté LGBTQI+. Les différentes options de genre doivent être indiquées sur les formulaires
Et bien entendu, les gens doivent divulguer volontairement ces renseignements. Des questions comme quelle est votre orientation sexuelle, quelle est votre identité de genre, etc. Lorsque nous avons ces options particulières disponibles, nous sommes en mesure de générer des informations et des données sur la communauté pour nous assurer que nous pouvons mieux répondre aux réalités des communautés, même que nous cherchons à servir, à la fois en externe et en interne. J'ai parlé de l'importance d'utiliser des pronoms corrects. Il est très irrespectueux d'imposer notre propre compréhension de ce qui devrait être le pronom d'une personne en fonction du sexe qui lui a été attribué à la naissance, surtout quand la personne indique qu'elle utilise d'autres pronoms. Nous devons donc être en mesure de respecter les personnes sur la base de leur droit à l'auto-identification et à l'autodétermination. Si vous n'êtes pas sûr des pronoms de quelqu'un, il faut peut-être écarter la personne à un moment donné, et pas avec force, mais écarter la personne à un moment donné et lui demander quels sont vos pronoms, parce que je ne sais pas et je ne veux pas faire d'erreur ou de gaffe. Donnez-lui la possibilité de s'identifier, car c'est important pour la dignité d'une personne. Il est également important de ne pas utiliser l'ancien nom de la personne. C'est le cas lorsque nous utilisons le nom qui lui a été attribué à la naissance ou le nom légal de la personne, alors que, en substance et en réalité, ce n'est pas le nom qu'elle utilise actuellement. Nous devons honorer cette personne en utilisant le nom avec lequel elle est à l'aise et qu'elle choisit pour elle-même. Indépendamment de ce qui est écrit sur sa pièce d'identité, indépendamment de ce qui a été attribué à la naissance. Et puis, bien sûr, dans le contexte des espaces ségrés par le sexe, il est important de savoir que les toilettes, par exemple, sont un point de discorde critique au sein des espaces organisationnels. Donc, si vous êtes en mesure d'instaurer une pratique et une politique qui autorise des toilettes non sexistes ou non basées sur le genre, veuillez le faire. Si vous êtes en mesure de mettre en œuvre des politiques et des pratiques concernant les règles sportives qui respectent tous les genres, pour que les personnes transgenres se sentent plus incluses, faites-le. Si vous n'êtes pas en mesure de mettre en œuvre ce type de politique, permettez aux gens d'utiliser les toilettes ou les installations avec lesquelles elles se sentent à l'aise. C'est très violent lorsqu'on force les gens dans des espaces où ils ne se sentent pas à l'aise. C'est déshumanisant et dégradant. Et donc, je pense avoir parlé de ces deux diapositives sur le côté droit de l'écran. Voilà en un mot ce que je devais couvrir au fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci beaucoup tout le monde. Merci Liberty. Et maintenant, je cède la parole à Elizabeth. Je crois, oui, merci beaucoup Andrew. Merci beaucoup Liberty et Andrew. Je pense que vos deux présentations ont été un excellent moyen pour nous de contextualiser et de structurer davantage notre réflexion autour des domaines critiques. Et j'ai également pensé que c'était un très bon point, Liberty, sur vos dernières diapositives en termes de la mise à disposition d'organisations transgenres compétentes. Je pense qu'il est très important de travailler au sein de nos propres organisations et de poursuivre notre travail au Canada. Vous savez, comme Andrew l'a dit, nous préconisons depuis longtemps ces questions sur le recensement. Alors, j'étais très heureuse lorsque j'ai rempli mon recensement la semaine dernière pour voir ces questions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, évidemment. Nous avons ouvert le chat pour les questions et les réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions et réponses. Don't hesitate to ask your questions in the official language of your choice, even in the Q&A. Je veux peut-être commencer en posant ma propre question en attendant que les gens posent la leur. Comme Andrew le sait très bien, c'est un domaine sur lequel nous travaillons avec KNSFE depuis un certain nombre d'années, essayant de trouver la meilleure façon d'avancer dans le travail de développement international pour les communautés LGBTQI+. Et nous avons eu un petit groupe de travail sur le genre avec Rebecca Davidson de CARE et Julia Falco, qui à l'époque était à Cannes, et avec Aaron Jack.
Nous avons donc essayé de travailler là-dessus et nous sommes très heureux de voir la boîte à outils qui sortira sous peu. L'un des défis que j'identifie toujours, et je sais que plusieurs de nos membres le trouvent également avec CanSFE, c'est que nous sommes de nombreux à donner des formations sur l'égalité des sexes dans différents pays. Nous nous concentrons, ou je me concentre souvent sur une lentille très binaire en termes de, vous savez, homme, femme, la construction sociale du genre, vous savez, le rôle traditionnel d'une femme au foyer, etc. Et c'est ainsi que je l'aborde souvent, parce que c'est là où on en est, c'est là où nous en sommes, dans de nombreux cas. Essayer de mieux comprendre comment nous pouvons changer pour être plus inclusifs dans notre formation, tout en reconnaissant des cadres juridiques, comme vous l'avez souligné, Andrew, et les défis en matière de sécurité. Et dans certains pays dans lesquels nous travaillons, je sais que c'est un problème difficile, mais peut-être je commencerai en attendant par ma propre question. D'accord, Liberty. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose aussi. Une façon de répondre à toutes ces questions, parce que votre question, Elisabeth, s'applique à tous les niveaux de la programmation organisationnelle dans un sens. C'est d'avoir une personne en particulier dans l'organisation qui est le défenseur des droits LGBTI. L'une des choses que nous avons vues se produire au cours des 15 dernières années, et c'est le vieux problème d'intégration dans les programmes spéciaux pour tout groupe d'identité, mais le mouvement des femmes a traversé cela plus que tout autre groupe. Pour les groupes dont la mission n'inclut actuellement pas les questions LGBTI. Si vous demandez à 3 personnes de consacrer 30% de leur temps aux questions LGBTI, alors les questions LGBTI ne sont pas prioritaires. C'est toujours la deuxième chose ou la troisième chose dont les gens veulent parler. Nous avons vu des groupes traditionnels lancer des programmes visant les personnes LGBTI qui ont échoué parce qu'il n'y avait pas une seule personne chargée de s'assurer que ça figure à l'ordre du jour de la programmation de l'organisation. Une chose à faire est de s'assurer qu'il y a au moins une personne qui va soulever la question lors de la réunion opérationnelle, la réunion d'évaluation, la réunion du conseil d'administration, par exemple, peu importe. Et la version locale de cela pour les groupes qui travaillent localement en première ligne, elle est la même chose. Il devrait y avoir une personne qui est chargée de soulever le problème et qui devrait avoir une connaissance suffisante du problème dans la communauté locale. Soit vous avez les connaissances, soit la personne a les connaissances, soit elle va les rassembler. Cela peut arriver en se débarrassant des cadres qui sont très binaires. Je dois dire que c'est difficile parce que vous voulez avoir des programmes visant des femmes qui vivent dans des ménages dirigés par des hommes et vous voulez adapter ces programmes à ce type de ménage. Vous ne voulez donc pas vous débarrasser des programmes qui s'appliquent aux personnes vivant dans un rôle de genre binaire. Ce que je dirais, c'est que si une organisation a au moins un programme, en plus de ces autres programmes qui traitent des problèmes LGBTI, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir discuter d'avoir des programmes binaires, continuer à fonctionner de manière productive au sein de l'organisme, ou ça peut être un programme confessionnel où vous travaillez avec, vous savez, une grande congrégation qui se réunit tous les dimanches, et il ne serait pas sage d'évoquer certaines questions LGBTI dans ce contexte. Mais si vous avez quelqu'un dans l'organisation qui travaille là-dessus, dont le travail est d'aider à insuffler au reste de l'organisation ces préoccupations, alors vous êtes plus susceptible de trouver un moyen de vous assurer que vous ne présentez pas les problèmes binaires dans une manière qui est préjudiciable, mais qui reflète plutôt les expériences vécues par les gens. Génial. Merci beaucoup, Andrew. Vas-y, allez-y, Liberty. Oui, je voulais soutenir la réponse d'Andrew et peut-être
aussi mettre en garde contre la création d'un point focal LGBTI, parce que d'après notre expérience, ce qui finit par arriver, c'est que toutes les obligations et les responsabilités en matière d'inclusion et de diversité à travers une lentille de diversité sexuelle et de genre sont placées sur une seule personne et le reste de l'organisation et les joueurs se sentent absorbés par elle. Parce que si un acteur s'occupe maintenant de cela en même temps et maintenant doit s'occuper des questions LGBTI+, il faut tenir en compte que les communautés LGBTI+, sont si diverses et larges qu'une personne ne peut pas parler et représenter les intérêts de tout le monde dans cet espace particulier. Imposer une obligation à cette personne est à la fois injuste pour la personne, mais aussi pour l'organisation dans son ensemble, car elle peut atteindre certains de ses objectifs qu'elle voudrait définir autour de l'inclusion et de la diversité. Ce n'est donc qu'un élément. D'autre part, en examinant vos programmes binaires de genre, et c'est une question assez controversée dont nous traitons, car il y a aussi des systèmes de valeurs et des croyances personnelles que les gens apportent, mais la réalité est que dans chaque communauté et dans chaque espace et lieu où nous mettons en œuvre des programmes, des personnes LGBTI+, existent. Elles peuvent ne pas être visibles ou au premier plan, mais les personnes LGBTI+, existent dans ces contextes. Et ma réflexion à ce sujet est un peu différente. Comment offrir une programmation inclusive qui intègre des aspects d'intersectionnalité? Comment l'utiliser comme une opportunité pour éduquer les communautés qui sont très orientées binaires? Il s'agit de refléter les vraies réalités du monde dans lequel nous vivons, un monde très diversifié. Et donc, je pense que nous devrions travailler avec des petites étapes progressives et ne pas nécessairement tout mettre sur les gens et ne pas demander aux gens de porter des jugements de valeur particuliers sur la question, mais simplement attirer l'attention des gens sur les différentes réalités auxquelles auxquelles sont confrontés c'est les gens dans un monde beaucoup plus grand et un monde beaucoup plus large. Merci beaucoup, Liberty. C'est très utile. Nous avons 2 questions. Nous avons le temps pour une de plus, mais je pense qu'il y a des similitudes entre les questions en ce qui concerne les défis liés à la criminalisation et aux poursuites et à la sécurité. Pouvons-nous parler un peu de certaines des meilleures façons de soutenir les personnes LGBTI+, dans les pays où il y a criminalisation ou poursuite et pas d'espace sûr, et cela inclurait également le personnel? Donc, je pense qu'une leçon est qu'une loi avec des sanctions pénales ne signifie pas toujours que tout est fermé. Je veux dire, vous savez, ici aux États-Unis, la criminalisation existait jusqu'en 2003. Il y avait encore une communauté florissante. Et il y a des communautés prospères au Kenya où il y a des lois pénales. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il existe de nombreuses lois pénales en vertu desquelles les gens continuent de prospérer et de faire du travail d'activisme. Et dans ces cas, ce n'est peut-être pas la priorité de se débarrasser des lois pénales, parce que vous pouvez avoir des pays qui ont à la fois une loi pénale et une loi interdisant la discrimination dans l'emploi, ou d'autres lois. Le droit pénal est généralement un obstacle à l'avancement des questions de reconnaissance familiale et de couple. Mais pour d'autres types de protection, de non-discrimination, ce n'est souvent pas le cas. Donc une chose, c'est de comprendre ce que la communauté pense de son droit pénal et si c'est une priorité pour elle. Si ce n'est pas une priorité pour elle, le droit pénal ne va nulle part. Alors suivez les priorités de la communauté et suivez les conseils de la communauté sur la façon dont vous opérez dans les territoires avec une loi pénale en place. Merci Andrew et Liberty. Je vais vous donner le dernier mot à ce sujet. Merci. Je pense pour moi qu'il est important d'identifier des espaces sûrs et aussi des organisations qui pourraient se spécialiser dans la promotion des droits et des intérêts des communautés LGBTI+. Il pourrait y avoir un meilleur endroit pour fournir des conseils dans différents pays concernant ces questions particulières. L'absence de droit pénal ne signifie pas nécessairement que les gens sont libres, mais dans ces pays,
Et je pense que ça fait écho à ce qu'a dit Andrew. C'est juste un pas de plus vers la libération. Et le chemin vers la liberté, vous savez, est un long chemin. Et nous le savons tous. C'est donc une considération importante. Les gens peuvent être confrontés à des violations des droits humains dans différents cas qui doivent être traités en dehors des limites de la criminalisation des comportements sexuels consensuels entre personnes de même sexe et d'identité de genre. Il est peut-être également important de consulter quelqu'un qui a fait l'objet de violence ou de discrimination sur la façon dont il souhaite aborder l'affaire. Il n'est peut-être pas dans l'intérêt de la victime qu'une affaire soit abordée, par exemple, dans les médias, parce qu'alors ça pourra l'exposer à une plus grande violence. Et d'après notre expérience, ce qui s'est passé lorsque certains organismes ont intentionnellement ou non demandé aux personnes LGBTI+, de parler aux médias, ce qui a par la suite entraîné une augmentation de violence, de la stigmatisation et de la discrimination à l'encontre d'une personne. Donc la consultation de l'individu est donc essentielle et la consultation d'autres organisations spécialisées dans la réalisation de ce travail dans le pays en question est également essentielle. Merci beaucoup Liberty. Je ne pense que l'importance de la consultation et de l'engagement est si critique que je suis désolé que nous manquions de temps. Je vais donner la parole à Ali, mais je sais que ça sera une discussion et une discussion continue et j'attends également avec impatience la boîte à outils. Absolument, oui, et je dois remercier chaleureusement Liberty et Andrew et Elizabeth d'être ici avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé leur point de vue. C'était 1h15 rapide, le temps a filé, mais merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Je pense que la conversation aurait pu se poursuivre pendant des heures et j'espère que les mois à venir apporteront beaucoup plus de conversations. Alors merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui et merci à tous les participants pour leur présence. Merci également au public pour votre engagement, vos questions et vos contributions. Juste pour vous rappeler à tout le monde, alors que nous quittions ici, que la boîte à outils que nous avons référencée, sur laquelle Andrew, Elizabeth et le groupe de travail sur l'égalité des sexes ont travaillé si dur, est presque terminée et sera disponible sous peu. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de vérifier notre prochain bulletin en juin. Merci beaucoup, Liberty. Merci, Andrew. Merci, Elizabeth. Au revoir. Merci beaucoup, tout le monde.